Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous regardez Pour Info, 45 minutes de débat pour essayer de comprendre un fait d'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'agisme, on s'intéresse à la maltraitance des personnes âgées. Voilà ce qu'on lit en page 2 du magazine Moustique ce matin. Difficile de lutter contre une société qui veut vous convaincre que les personnes âgées sont un poids, mais des initiatives existent pour rendre aux seniors la place qui leur revient dans la société. Les Belges délaissent-ils leurs aînés? Au fond, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et dans Moustique, c'est un exposé minutieux qui se fait sur base d'une récente étude menée par l'Institut de sondage Ipsos pour Amnesty International Belgique francophone. Et avec nous, pour en parler justement, Philippe Heinzmans, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Amnesty International Belgique francophone et donc bien naturel que nous vous accueillons. Aux côtés de Stéphane Adam, professeur de psychologie et de la sénescence et du vieillissement à Liège. Bonjour. Et également Dominique Langendries, vous êtes directeur de la SBL Respect Senior. Bonjour à vous. Et Jean-Jacques Claas, représentant du gang des vieux en colère, vraisemblablement nous rejoindra un peu plus tard. Les embouteillages ont eu raison de sa présence à l'heure. On peut commencer ces trois parties. Donc la première, agisme. Les Belges délaissent-ils leurs aînés? Il y a cette étude commandée par Amnesty International Belgique francophone. Dans quel contexte vous avez commandité cette étude et en gros, qu'est-ce qui apparaît plus généralement? Alors, tout a démarré en fait par des témoignages que nous avions reçus il y a déjà plus d'1 an. Il y a déjà un certain temps, des gens nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites pour les personnes âgées? Il y a ceci qui se passe, ceci qui se passe. » Donc, on a commencé à enquêter sur la contention, d'ailleurs, dans les maisons de repos. Et puis, avec l'arrivée du Covid, on s'est dit « Mais là, il faut aller voir ce qui se passe dans les maisons de repos. » Parce que là, on avait vraiment beaucoup de témoignages qui arrivaient. Et nous avons sorti un rapport qui a fait pas mal de ramdam l'année passée, au mois d'octobre. Je pense qu'il a entraîné une série de premiers changements, on va dire, et de changements d'attitude, en tout cas, dans un certain nombre d'instances politiques. Mais de façon plus générale, ce qui est ressorti de là, c'est que la question du droit des aînés était quelque chose dont on parlait jamais, ou très très peu en tout cas. C'était pas quelque chose qui attirait l'attention beaucoup des médias, et peut-être que c'est un genre d'omerta que chacun s'impose. C'est une société dans son ensemble qui fonctionne comme ça. Ce n'est pas la responsabilité uniquement du monde politique, même s'il peut faire beaucoup de choses pour améliorer ça. Mais à la vue des résultats, on se rend compte que ce que vivent nos aînés aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans une société qui se dit respectueuse des droits fondamentaux. Et c'est ça qu'on constate. Donc on reviendra sur les résultats. Il y a un panel qui est un demi-millier de personnes, c'est ça, qui ont été interrogées. On a fait d'abord des forums de discussion ouverts avec des personnes âgées, pour qu'elles elles-mêmes puissent délimiter, si vous voulez, le champ des questions. Et puis avec Ipsos, alors là, on a travaillé sur un panel représentatif qui est correct au niveau sociologique, je pense, et qui représente correctement la population visée. Ipsos sait faire ça. Quel est peut-être le chiffre ou la proportion qui vous semble la plus importante à citer comme ça en ouverture d'émission? Il y en a beaucoup. Je pense que quand on dit que 7 personnes sur 10 sont victimes de préjugés, on se dit, dans le fond, c'est pas si grave. 7 personnes sur 10, des préjugés, bon, tout le monde a des préjugés sur les femmes. Oui, on se dit, c'est anodin, ça fait pas de mal. C'est pas très grave. C'est au moment où on interroge les personnes âgées, elles se disent, mais on ne comprend plus, on n'a pas notre place dans cette société. C'est pas simplement une question d'être vu différemment par les autres, c'est une question aussi de se dire, je n'existe pas dans cette société, on me met sur le côté. Et puis, l'autre chiffre qui est probablement le plus inquiétant, sans doute, c'est 1 sur 4 qui parle de maltraitance. Et ça, on le sait, et ça, c'est notre expérience aussi de ce genre de sondage, c'est que lorsqu'on pose la question, vous-même, ou quelqu'un que vous connaissez, a-t-elle été victime de maltraitance, qui est un moyen pour les gens d'oser dire qu'ils ont été victimes de maltraitance. Mais là, on arrive à plus de 50%. Donc ça veut dire que dans notre entourage immédiat, la moitié des personnes connaissent quelqu'un qui a été victime de maltraitance en raison de son âge. Avant de donner la parole à nos autres invités pour commenter ces résultats et peut-être approfondir ce que, de leur point de vue, ils savent, je me pose une question assez banale. Pourquoi est-ce que c'est Amnesty International, Belgique francophone, qui prend ça en charge? On vous connaît beaucoup sur les dossiers internationaux, sur les droits d'expression, etc. Pourquoi est-ce que vous venez en interne questionner la société dans laquelle vous exercez?
Alors, c'est vrai qu'on essaie de se partager le travail avec la Ligue des droits humains qui fait remarquablement bien son travail et donc on essaie de ne pas se marcher sur les plates-bandes, mais c'est quelque chose que nous avions fait depuis 2004 sur la violence conjugale en Belgique, depuis 2014 sur les violences sexuelles. Et chaque fois, si je puis dire, nous essayons d'apporter un soutien aux organisations sur le terrain, de donner un coup de kick en quelque sorte. C'est votre force de frappe, en fait. C'est notre force de frappe. On a quand même 40 000 membres et donateurs actifs et 150 000 sans doute supporters, des gens qui signent régulièrement les pétitions avec nous en Belgique francophone. C'est un poids qu'il faut pouvoir utiliser à bon escient et pour soulever des questions comme celle-là qui alors vont engendrer des solutions plus structurelles avec l'aide des organisations qui sont actives alors sur le terrain. Et parmi ces associations actives, il y a Respect Senior, c'est une ASBL. Dominique Langendries, vous la représentez. J'imagine que ce qu'on comprend de ce sondage qui est publié officiellement aujourd'hui et relayé par la presse officiellement aujourd'hui fait partie de ce que vous aviez constaté déjà sur le terrain. Est-ce qu'on apporte des nuances de votre point de vue ? Des chiffres que j'entends, je trouve qu'il est intéressant, c'est que c'est un sondage qui officialise des chiffres qui sont parfois souvent déduits ou pensés, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peu d'études qui sont faites sur la maltraitance des aînés en Belgique, donc ça a le mérite vraiment de mettre le doigt sur ce qui se passe, et on sait d'aventure, et c'est l'OMS qui le dit, que 4 à 5%, c'est pas plus, de la population de plus de 65 ans peut avoir une atteinte à un moment donné de son intégrité physique, morale ou psychologique. Et si on remet ça au chiffre de la Wallonie, ça représente entre 25 et 30 000 personnes susceptibles d'être dans des situations de maltraitance. Or, les chiffres que nous avons en termes d'appels, c'est 3 000 à 3 500 appels. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de tabous dans cette formulation au niveau de la maltraitance, de pouvoir en parler, de pouvoir s'exprimer, que ce soit l'aîné ou les personnes qui l'observent. Il y a vraiment de tabous par rapport à ça. On en revient à la question de l'omerta qui a été soulevée tout à l'heure. J'imagine qu'il y a une crainte peut-être immédiate de représailles vis-à-vis des personnes qu'on dénonce. C'est ça. En fait, par rapport aux aînés, nous, on met en évidence 3 sources d'abord de silence. En tout cas, la première, c'est d'abord la situation en elle-même. On se rend compte souvent que les situations de maltraitance, l'auteur désigné, c'est souvent un membre de la famille. Et donc, c'est toujours difficile. Ça, c'est la majeure partie des cas. De ce que nous avons, en tout cas au niveau des appels. Maintenant, c'est toujours les appels que nous avons. Mais c'est ce qu'on rencontre aussi dans des chiffres que je peux voir en France ou au Québec. L'auteur désigné, c'est souvent un membre de la famille. Donc, c'est toujours difficile d'aller en l'encontre d'un des membres de la famille, de porter plainte ou d'aller de l'avant dans la situation de maltraitance. L'autre raison, c'est ce que vous évoquez, c'est la peur des représailles. Alors, des peurs de représailles, tant d'un membre de la famille, où on peut jouer du chantage, du style « je ne viendrai plus te voir, je ne prendrai plus de soin de toi ». Donc, c'est un chantage affectif qui est aussi quelque chose d'important. Et puis, dans les institutions, il ne faut pas se leurrer, c'est la crainte de ne pas recevoir les soins adéquats, ou le cas extrême, c'est la crainte de recevoir son préavis en maison de repos parce qu'on a osé dire quelque chose par rapport à l'organisation. Et la troisième raison, c'est le fait que les aînés ne savent pas systématiquement qu'ils sont dans une situation de maltraitance. Et donc ça, c'est aussi un élément important, c'est de pouvoir prévenir, de dire que la situation qu'ils sont en train de vivre maintenant, ou que la famille observe, ou qu'un professionnel observe, est une situation de maltraitance. Et ça, c'est toute l'axe prévention que nous devons aussi développer. Stéphane Adam, il y a donc des subtilités dans la définition des termes, autant que dans la perception d'une situation de maltraitance. Je vous voyais acquiescer. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à délimiter la maltraitance ? Mais ici, quand on parle de la question finalement de l'agisme, il faut savoir que c'est une question, parce qu'on dit Belgique, mais qui est en fait internationale. C'est vrai dans tous les pays du monde, quasiment, avec quelques particularités culturelles à d'autres endroits. Et c'est assez frappant parce que c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Il y a une étude qui a montré que quand on étudie tous les textes de presse et de presse écrite et les romans depuis 1810 jusqu'à nos jours, on montrait qu'en 1810, on était plutôt... Et qu'on regarde quels sont les termes les plus souvent associés à la question de la personne âgée. Les termes en 1810 étaient plutôt à connotation très positive. Sagesse, expérience. Et puis c'est en 1890 qu'on est passé du côté négatif de la force. Et l'étude montre que ça n'a jamais été aussi pire maintenant qu'à toute autre époque antérieure. Moi, ce qui me frappe dans l'enquête qui a été faite, c'est que je suis frappé par l'ampleur des chiffres. C'est plus que ce que d'autres études ont pu montrer par le passé. Il faut savoir qu'en 2015, on estime que la population la plus discriminée au niveau de l'ensemble de la communauté européenne, ce sont les personnes de plus de 55 ans.
plus que les personnes étrangères ou que le sexe pour le sexisme, par exemple, ce qui est quand même assez interpellant. Et les chiffres sont encore plus troublants. Mon explication est probablement que la crise sanitaire a encore amplifié l'écart générationnel et amplifié l'agisme. Et effectivement, il y a 2 nuances dans l'agisme. Il y a ce qu'on appelle l'agisme hostile. Donc c'est un peu vraiment mettre les personnes âgées sur une voie de garage. Elles n'existent pas, elles sont à peu près niées d'une certaine façon. Et puis il y a l'agisme bienveillant, qui est en fait une forme d'agisme un peu plus sournoise. C'est viens là que je viens t'aider. Donc on a un comportement un peu paternaliste, condescendant, limite infantilisant, mais qui est en fait tout aussi négatif pour la personne âgée, qui peut parfois être considéré comme une forme paradoxalement de maltraitance. D'ailleurs, on a beaucoup protégé nos vieux pendant la crise sanitaire en disant « reste à la maison, on va ». Et beaucoup de personnes âgées ont témoigné du fait qu'elles ne se sont jamais senties aussi vieilles que depuis la crise sanitaire. C'est assez paradoxal parce que effectivement, une des raisons pour lesquelles on imposait ce qui nous a été imposé, à savoir notamment plusieurs confinements, c'était éviter la saturation des hôpitaux et donc veiller aux plus fragiles. Et on sous-entendait les personnes âgées. Donc ce que vous relatez là, c'est que malgré ce soin généralisé, cette espèce de cause commune qu'on s'est choisie, ça a eu une répercussion négative sur la perception que les personnes âgées ont eue d'elles-mêmes. C'est difficile à expliquer ça. Alors, c'est vraiment l'agisme bienveillant. Je vous donne chaque fois l'exemple pour bien rendre compte de ça. Le jour où quelqu'un se lèvera dans le bus pour vous laisser vous asseoir, c'est super, c'est du civisme. Mais ce jour-là, vous allez vous ramasser un sacré coup de vieux. Ça fait mal. Et donc voilà. Et or, l'âge ressenti est un excellent prédicteur de votre évolution de santé physique et mentale. Plus on se sent vieux, moins on vit longtemps. D'accord ? Et plus on va utiliser le système de soins de santé. Pardonnez-moi, je vous crois, et vous êtes psychologue, vous vous référez sûrement à des études, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Ce sont vraiment les études empiriques et qui montrent d'ailleurs que comme on est bienveillant, je vais vous aider, et plus on aide une personne âgée, plus on développe sa dépendance. Et donc toute la question va être de savoir que, bien sûr, des personnes âgées ont besoin de soins ou d'aide, mais il faut vraiment que cette aide soit portée à la hauteur stricte de ce qui est nécessaire. Je peux donner un exemple concret. Je suis mentaliste, je vous vois. Je sais que dès que vous êtes face à une personne âgée, vous allez parler plus fort, vous allez utiliser un vocabulaire plus simple, vous allez parler plus lentement. Vous faites ce qu'on appelle le elder speak en anglais, c'est-à-dire le parler petit vieux. C'est utile pour une personne entre 70 et 80 ans, une personne sur 2 a besoin de cette aide. Sauf qu'il y en a 1 sur 2 qui n'ont pas besoin de cette aide. Qu'est-ce que va se passer pour ces personnes ? C'est abrutissant comme phénomène. Voilà, elles vont vous demander de répéter, pas parce qu'elles n'ont pas compris, mais parce qu'elles se demandent si elles ont bien compris. Parce qu'en leur parlant petit vieux, elles se sentent moins confiantes en elles. Et elle vous demande de répéter pour vérifier. Sauf que si elle vous demande de répéter, vous dites décidément il est sourd comme un pot et vous parlez. Donc ça veut dire que vous développez les troubles du langage chez 50% des personnes en utilisant ce type d'aide bienveillante pour être sûr qu'ils comprennent. Et c'est en fait tout l'enjeu de l'accompagnement du vieillissement est de mettre l'aide à la hauteur objective de ce qui est nécessaire, ni plus ni moins, dans lequel cas on développe la dépendance. Ce qui est d'ailleurs un chiffre qui est cité dans l'article, 63 milliards de dollars. C'est le coût annuel lié à l'agisme sur le système de soins de santé aux États-Unis. Ça représente 15% du budget soins de santé. Donc là, agisme, le terme est mis dans le bandeau en dessous de nous, et il faut quand même, parce que ce n'est pas un terme qu'on croise tous les 4 matins, qu'on le définisse. Au-delà des connotations et des effets différents qu'il peut avoir, comment on peut très clairement définir ce thème ? C'est une discrimination envers les personnes âgées ou il y a quelque chose de plus subtil que ça ? C'est vraiment, si on prend la définition globale, c'est... tout ce qui est associé de près ou de loin à la personne d'âge plus avancé va être perçu, traité et abordé de façon négative. En gros, c'est ça. Donc, c'est nos perceptions, nos émotions qu'on a par rapport à la personne âgée, mais aussi les comportements. Et donc là, on va parler de la discrimination qu'on a envers cette population. Très bien. Est-ce que, très concrètement, Dominique Langendries, vous retrouvez dans ce constat qui est que, effectivement, la crise du Covid étant passée par là, certes, on focalisait sur la couche plus âgée de la population, mais que quand même, ça a eu un effet néfaste sur son état de santé physique et mentale, donc si je comprends bien. Oui, en fait, durant la crise, on a mis en place à un moment donné où on pouvait retourner en maison de repos, des groupes de parole avec les aînés. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ça a eu des effets sur leur bien-être, un peu comme tous les adultes, puisque l'aîné est un adulte, c'est pas quelque chose d'autre qu'une personne adulte qui a vieilli. Et donc, on a retrouvé des gens qui avaient passé cette crise de façon
sereine, d'autres qui n'ont pas trouvé ça plus dur, mais beaucoup ont trouvé ça vraiment très difficile. Il y a eu de la révolte, de la colère, de l'isolement, et puis en fait aussi de ne pas être surtout informé des choses. En fait, on peut se rendre compte que les personnes âgées ont tous souffert durant la crise, mais qu'en maison de repos, c'était comme si c'est un double confinement quelque part. Elles étaient confinées comme tout le monde, mais aussi confinés en maison de repos, avec des informations un peu plus tardives sur ce qui se passait, sur ce qui a lieu d'avoir. Et on a même entendu des gens qui disent, ma voisine, j'ai appris qu'elle est décédée 2-3 jours après. Parce qu'il n'y avait pas cette information, il y avait aussi cette volonté de ne pas susciter, comment dirais-je, une certaine crainte ou peur plus exacerbée en maison de repos. Et ce temps décousu, évidemment, a aussi un effet sur la représentation qu'on a du monde. On tourne une très brève page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Pour info, 45 minutes de débat pour comprendre un fait d'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'agisme, à la maltraitance envers les personnes âgées. Les Belges délaissent-ils leurs aînés? C'est au fond la question que nous nous posons. Et un invité nous a rejoint, Jean-Jacques Classe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant du gang des vieux en colère, dont j'avais pas mal entendu parler avant cette émission, notamment pour des actions un peu pop-up comme ça, puisque le gang avait occupé un McDonald's, un Apple Store. On sait que vous travaillez beaucoup sur la question des retraites. Alors aujourd'hui, on parle de discrimination, d'agisme et de maltraitance. J'imagine que c'est quand même aussi un sujet sur lequel vous intervenez. Oui, absolument. C'est quelque chose qui, au début de la crise du Covid, a énormément touché le gang. Moi, personnellement, mais d'autres amis de la bande ont reçu des tonnes de mails, de courriers, de coups de téléphone. À l'époque, j'avais 4 à 5 coups de téléphone par jour de gens qui se plaignaient de maltraitance. Et on a fait le fameux petit livre noir du gang des vieux en colère, qui peut être lu sur notre site. Voilà, on a retracé un peu toutes les folies que les gens vivaient, que les personnes âgées vivaient dans les maisons de repos en maltraitance. Donc c'est spécifique à la période Covid ou ça date aussi d'un peu avant et ça fait un état des lieux plus général? Non, ça avait démarré avant, mais disons que la crise du Covid a évidemment mis ça d'une façon exponentielle. Ça, je crois que tout le monde doit le reconnaître. Alors, vous avez le courage d'utiliser un terme qui est un peu tabou. D'ailleurs, j'ose pas moi-même, à part en donnant le nom du gang, l'utiliser, le terme de vieux. Et justement, Moustique titre aujourd'hui « La discrimination commence à 55 ans ». C'est-à-dire que l'agisme, au fond, je ne sais pas si vous le constatez également, commence très tôt, vraisemblablement, dans la vie d'une personne. Et parfois même plus tôt. Il suffit de quelques cheveux blancs. Tout à fait. Mais oui, l'agisme commence plus tôt. Et le terme vieux qu'on utilise dans le gang, on en est fier. Alors on pourrait dire vieux et vieille, bon c'est un peu trop long, mais on est trop vieux pour travailler à 65 ans. Et on est trop jeune pour partir du boulot, puisqu'on voudrait nous faire travailler jusqu'à 67. Donc voilà. On parlait tout à l'heure, Stéphane Adam, de la connotation de certains termes et puis le champ lexical de la vieillesse utilisé dans la littérature qui a connu un switch à un moment. Déjà, j'aimerais comprendre pourquoi 1890 est une espèce de moment pivot. Et effectivement, on se rend compte que c'est la connotation des termes-là. On a un groupe qui dit vieux, c'est un mot chouette. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de débats sur quel terme faut-il utiliser, senior, etc. Et en tant que journaliste, c'est obsédant comme débat, évidemment. Oui, et je suis plutôt enclin à dire qu'il faut assumer aussi plutôt la catégorie à laquelle on appartient. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant quand on pose la question à tout le monde, à quel âge est-ce qu'on arrête d'être jeune, à quel âge est-ce qu'on commence à être vieux? Il faut savoir que la réponse à cette question dépend pour beaucoup de l'âge que nous avons. Quand on a 20 ans, on arrête d'être jeune à 30, on commence à être vieux à 40, mais quand on en a 60, on arrête d'être jeune à 65 et on commence à être vieux à 75. Sous-entendu, le vieux est toujours l'autre, ce qui montre le peu d'appétence à appartenir à cette catégorie, alors que le fait de l'assumer, c'est une façon d'accepter ce qui est l'inéluctable, c'est le vieillissement fait partie de la vie à part entière. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement important. Par contre, la question qui est une question essentielle, c'est quels sont les déterminants qui fassent que nous soyons si négatifs envers cette population à l'heure actuelle? Je vais citer 3 éléments importants et qui sont liés aussi à la manière dont on médiatise. Il y a une responsabilité aussi médiatique. Là encore, ce n'est pas un point de vue personnel. En tout cas, c'est l'analyse que vous avez faite de la littérature. Exactement. C'est dans une société capitaliste industrielle, un vieux est un poids économique. Tous ces vieux à la retraite et si peu de jeunes en emploi pour financer. Donc ça génère, c'est un des éléments qui est propre à notre époque actuelle
et qui amplifie une vision négative du vieillissement. D'ailleurs, la crise Covid génère une crise économique qui sans doute explique l'amplification des chiffres de discrimination que l'on voit à l'égard des personnes âgées. Deuxième chose, la vague démographique. C'est-à-dire qu'on a une société vieillissante, on a une vague de vieux, si je puis dire, qui arrive. Et comme on a une vague d'immigrés qui arrivent de la Méditerranée, on repousse la vague. Donc on a une vague de vieux, et la société a tendance à se dire « Oula, comment va-t-on faire pour gérer ?» C'est plus difficile à refouler. Voilà. Puisqu'ils sont là, par définition. Et troisième élément, c'est un côté positif qui a généré une sorte de reliquat négatif, c'est que dans les années 70, il y a une médicalisation du vieillissement qui s'est opérée. Donc on l'a caché. La médicalisation du vieillissement a fait qu'on a essentiellement associé vieillissement à maladie et dépendance. Ah oui. Et c'est très fort cristallisé naturellement dans le contexte des maisons de repos et de soins. Et ce sont trois des mécanismes qui expliquent que nous soyons si négatifs dans la société à l'égard des populations plus âgées. Jean-Jacques Claes, avant de donner la parole à Philippe Hensmans, je me permets de vous demander votre point de vue sur ça. Une société qui ferait des personnes âgées un poids, ce serait la société libérale, en tout cas dans laquelle on vit. Mais vous, quand je vous disais ça hier, alors qu'on a dialogué un peu tardivement, vous m'avez dit oui, et aussi une certaine manne financière. Vous voyez les personnes âgées vues comme deux faces d'une même médaille, en tout cas. Oui, les personnes âgées sont devenues un business. Ah, donc concrètement, comment ? Au niveau des maisons de repos, enfin, je ne sais pas, je crois que tout le monde ici sait combien coûte un mois dans une maison de repos. On en est grosso modo à 1700, 1800. Alors, c'est clair que les CPS vont vous dire non, c'est 1400. Mais par contre, vous n'avez pas le coiffeur, vous n'avez pas les soins. Enfin bon, voilà. On arrive à 1700 avec des retraites qui sont à 1200. Mmh. Donc oui. Le gang réclame des pensions de bien-être pour hommes et femmes, tout le monde égal, de 1680 € pour le bien-être des personnes âgées. Donc on en revient à l'une de vos revendications principales, qui est d'agir sur le levier des pensions. Absolument. Philippe Hensmans, je vous laisse réagir assez librement, oui. Même si la question sous-jacente serait modèle de société. Évidemment, c'est ça aussi que ça relate. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est important de souligner quand même, c'est qu'il y a moins de 10% des personnes âgées en Wallonie qui se trouvent en maison de repos. Hein? Donc la majorité des personnes qui sont concernées par l'étude ne sont pas en maison de repos. Et donc, ça veut dire aussi, il y a une manne financière, effectivement, les publicités que vous voyez. Il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est regarder une fois la télévision l'après-midi et regarder le type de publicité qui défile. Hein. Ce sont les ascenseurs pour escaliers, ce sont les langes pour les fuites, enfin, tout ce genre de trucs qui développe encore cette image, hein, précisément, de le vieux, il a besoin de soutien, etc. Pourtant, les acteurs qui sont utilisés, pardon de ce détail, sont souvent des personnes âgées pimpantes, de 40 ans blanchies. Toutes seules. Hein, c'est ça. Ça, c'est évident. Mais par ailleurs, ce qui est important, ce qu'on oublie toujours de dire, et d'ailleurs, vous l'aviez dit dans une interview, dans Moustique notamment, mais aussi dans Le Soir, c'est que, en fait, ce sont des gens qui sont actifs, qui sont dans les associations. Il y a des dizaines de milliers de bénévoles dans les associations. Le secteur associatif ne fonctionnerait pas sans les vieux en question. Et la crise sanitaire l'a révélé. C'est quand même 280 000 bénévoles de plus de 55 ans et ça représente 2,3 milliards par année en Belgique de productivité économique liée à l'activité directe des seniors. Mais ça, on n'en parle pas. On parle du coût, mais on ne parle pas du bénéfice. Et puis, en fait, une pension, c'est un investissement, hein, c'est quelque chose qui va être dépensé à un moment donné ou à un autre, et qui fait tourner le système économique. Donc, ça, je pense que c'est important. Pour revenir peut-être sur le modèle de société, effectivement, auquel on est confronté, c'est que on a beaucoup réfléchi sur quel thème, quel mot on allait utiliser. On ne voulait pas que les gens nous rejettent en disant « mais ça ne me concerne pas, je suis pas vieux hein. ». Il fallait que ce soit entendu par tout le monde. Mais quand on voit que 23% des personnes de plus de 55 ans sont maltraitées au bureau, hein, sont mises sur une voie de garage, c'est énorme quand même. Et parfois, c'est même d'autres études remontent bien à 45 ans, parfois avant. Donc on est toujours le vieux de quelqu'un, ça c'est sûr. Mais il y a un moment donné où, du fait de la cessation des activités de travail, on est oublié à ce moment-là. Et c'est là que la société peut faire quelque chose. Je pense que là, il y a une responsabilité de nos gouvernements, certainement sur l'aspect économique, hein, de garantir en tout cas un bien-être minimum pour toute la population, mais aussi de faire en sorte que, par exemple, le gap digital, qui est un des trucs qui a été soulevé dans l'étude, hein, on montre que c'est un des gros problèmes auxquels on est confronté. Il n'est pas lié seulement au fait que
les personnes âgées aujourd'hui n'ont pas eu de formation lorsqu'ils étaient plus jeunes pour pouvoir assurer la transition, parce qu'on a vraiment une transition générale et qui frappe tout le monde. Pour la petite histoire, il y a des enseignants qui ont dit, au moment où il fallait faire des cours à distance, ils ont dit, on a des jeunes qui sont toute la journée sur leur smartphone, mais qui ne savent pas utiliser un tableur ou un Google ou un Word. Et donc, c'est clair qu'il y a un travail colossal à faire. Par ailleurs, et ça c'est aussi important, c'est que la vision qu'ont les développeurs et les gens qui doivent gérer des projets qui concernent aussi les personnes âgées ont une vision telle qu'ils se disent « mais ça ne sert à rien » ou on n'y pense même pas. Il y a 2 exemples récents moi, qui m'ont frappé. Le premier, ce sont les distributeurs de billets de banque, où on est en train de les supprimer, et ce qui fait qu'il va falloir être plus dépendant si l'on veut avoir accès à des billets de banque, ou alors apprendre forcément un peu ce qui se passait. D'ailleurs, il y a eu des gens qui ont beaucoup progressé avec WhatsApp parce qu'ils voulaient voir leurs petits-enfants durant la crise. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est de dire, moi j'ai lu un article qui parlait de suppression du CST, donc du Covid Safe Ticket, papier. Donc ça veut dire, vous devez avoir un smartphone, vous devez savoir comment l'utiliser, et vous devez avoir l'application qui permet de le montrer si vous voulez manger un bout au restaurant à Bruxelles. Et donc, vous mettez tout ça ensemble, et vous avez une société qui non seulement rejette, mais ignore carrément. Et ça c'est le rôle de nos autorités, de dire, on doit prendre compte de toutes ces données-là quand on fait les projets. Dominique Langendries, il nous reste 1 minute avant la pub, donc je vous redonnerai la parole après. On a parlé de beaucoup de choses, là, de tissu social, de fracture numérique et puis d'isolement. En général, quels sont à l'échelle de la Wallonie, puisque c'est là-bas que vous travaillez et vous êtes une ASBL reconnue par arrêté royal, je crois, donc vous avez une sorte de pouvoir officiel. Quels sont les éléments les plus troublants et les plus douloureux, généralement, pour les personnes âgées à l'échelle de votre domaine? C'est surtout, je pense qu'il faut surtout rappeler, et ça a été dit, c'est que l'aspect, les personnes âgées, ce n'est pas que la maison de repos. Et donc, c'est vraiment un élément important, parce que ça donne une connotation que dire, toutes les aînés sont en maison de repos. Non, ils sont aussi au domicile. Alors, souvent, c'est les maltraitances, en tout cas que nous avons, c'est le maltraitance psychologique, c'est l'infantilisation, c'est le chantage, c'est ça. Ensuite viennent, et là, c'est peut-être nouveau cette année-ci, ce sont les maltraitances dites civiques, c'est-à-dire toutes les privations de liberté, tout ce qui concerne le refus des choix. Et d'habitude, c'était en second plan, c'était les maltraitances financières. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que tous les ressentis qu'il y a eu durant cette crise de Covid, de privation de liberté, de fait de ne pas pouvoir rendre visite ou avoir un respect des choix, de ses choix de voir sa famille, fait que ce sont cette forme de maltraitance qui est revenue en deuxième plan. Pardonnez-moi, le refus des choix, qu'est-ce que vous entendez exactement? Mais je pense qu'un aîné est un adulte. Il a le droit de choisir ce qu'il a envie de mettre le matin, ce qu'il a envie de faire sur la journée. On se rend compte qu'aujourd'hui, et le fait de remettre des aînés dans des environnements un peu plus, je dirais, aseptisés, fait que ce choix n'est plus toujours possible. Et donc, il y a un moment donné ne plus de respect du choix fondamental. Mais nous sommes un adulte, on a le droit de choisir, on a le droit de prendre des risques, et donc on a comme ça ces phénomènes un peu de surprotection qui font que, on n'a plus le droit de choisir. Surprotection bienveillante qui, à terme, peut avoir des effets néfastes et négatifs. Ainsi s'achève cette deuxième partie de Pour Info. On se retrouve après la pub pour la troisième et dernière partie. À tout de suite. Pour Info, 45 minutes de débat pour essayer de décrypter ensemble un fait d'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'agisme. Les Belges délaissent-ils leurs aînés? C'est la question générale qu'on se pose. Mais en cette troisième partie, on peut se demander, agisme et maltraitance, que faire? Alors, on s'est bien rendu compte au terme de ce débat qu'il y avait des choses très concrètes à faire, ne plus peut-être infantiliser les personnes âgées qui nous entourent, mais plus généralement, vu que c'est des questions de société et de fonctionnement d'une société qui se posent, comment précisément commencer à agir? La tâche n'est-elle pas colossale? Vous avez assez peu parlé dernièrement, Dominique Langendries, je veux dire c'était juste avant la pause, donc je vous permets de commencer avec une espèce de programme ou de déclaration programmatique, et on fera un tour de table qui ira dans ce sens. Par rapport à ce qu'il faut mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement et à plus long terme?
D'abord, je pense que c'est de reconnaître l'aîné comme un adulte. Fondamentalement, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on pense qu'il faut le surprotéger, on pense qu'il faut faire des choses à sa place. Non, l'aîné est un adulte, il reste un adulte. Hein. On a l'habitude de dire, nous n'avons pas derrière le cou ici une date de péremption qui fait qu'à 65 ans, on saute de stade. Non, on reste toujours un adulte, on a des droits tant que la justice nous permet d'exercer nos droits. Donc ça, pour moi, c'est un élément fondamental, c'est de reconnaître l'aîné comme un adulte. Et puis, c'est de le prendre en compte dans sa globalité en tant qu'être humain, et alors aussi peut-être de lui permettre, ou en tout cas lui donner la possibilité de faire des choix sur le futur. En fait, on se rend compte aujourd'hui que dans beaucoup de cas, des situations qu'on rencontre aujourd'hui, il n'y a pas eu de dialogue entre lui et sa famille, ou entre lui et d'autres personnes pour préparer ce futur. Penser plutôt à plus tard, c'est quelque chose que l'on ne fait pas systématiquement. Penser demain où je vais peut-être finir ma vie, où je vais en maison de repos, parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes âgées aujourd'hui en maison de repos sont des personnes qui n'ont pas choisi d'être là ou n'ont pas participé à ce choix. Donc c'est un élément important. Et puis je pense qu'il faut aussi changer les termes. On ne place pas les gens, on les héberge, on les maintient pas à domicile, on prend soin d'eux à domicile. Donc c'est aussi dans le vocabulaire que l'on peut mettre en place. Et puis je pense qu'il y a des choses beaucoup plus précises aussi. Je pense que le mode de financement, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais bien aborder, c'est le mode de financement au niveau des maisons de repos. Aujourd'hui, il est basé uniquement sur le fait que la personne âgée soit dépendante ou pas. Et donc je trouve que ça donne aussi une potentialité de dire on va prendre que des personnes âgées qui sont dépendantes. Pardonnez-moi, juste pour préciser, ça veut dire qu'on statue sur un état de dépendance ou pas, et ça permet de bénéficier plus ou moins d'une aide. C'est ce que Tout à fait. Et donc je sais que, par exemple, je pense que la communauté germanophone a réduit une partie de ce financement pour le faire par rapport aux activités qui sont mises en maison de repos ou à la façon dont la maison de repos met en place ces activités. Donc je trouve que c'est un élément différent, c'est-à-dire qu'on permet à l'aîné aussi de vivre sa vie comme s'il la vivait chez soi. On sait bien que c'est pas la même chose, mais comme s'il la vivait chez soi en institution de maison de repos. Stéphane Adam, que faire ? Si je devais mettre des priorités, je dirais qu'il y a deux actions. Il y a l'action politique et l'action médiatique. Donc vous avez votre responsabilité aussi par rapport à l'agisme d'une certaine façon. Sur l'action politique, je pense qu'il y a toute la question de mieux mettre en valeur et mieux amplifier le développement de l'utilité, de la mise en évidence de l'utilité du public des seniors. Par exemple, encourager le bénévolat. Il faut savoir que pour atteindre le sésame du bénévolat, c'est un sacerdoce. Il faut montrer qu'on ne prend pas de poste de jeune, il faut montrer qu'on n'est pas en train de faire du travail en noir, etc. Et donc finalement, le bénévolat n'est pas si encouragé que ça, alors que pourtant amplifier, ça change une vision du vieillissement au niveau sociétal, d'un public âgé actif et utile à la société. Surtout, ça développe le sentiment d'utilité chez le public des seniors. Et ça aussi, les études sont claires. Plus une personne âgée se sent utile plus elle vit longtemps et en bonne santé. Et donc, c'est des facteurs de santé majeurs. Et puis, au niveau médiatique, il y a toute cette question aussi de médiatiser les éléments positifs et de ne pas tout le temps fustiger les éléments négatifs. On a tendance à parler du coût, mais pas du bénéfice. Se reprendre l'exemple de tout à l'heure. Ça nous fait voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et donc, s'il y a des éléments de ce type, et meilleure représentativité des personnes âgées et du public des seniors dans les médias de façon générale. Si on prend, par exemple, la publicité, on en parlait, des études ont été faites, il y a très peu de personnes âgées présentes dans les publicités, et quand elles le sont, c'est sous un angle dépeint très négatif. Et donc là, il y a quelque chose qui doit être changé. Et puis, il y a l'éducation, je pense, la formation dès les maternelles et les primaires à la question du civisme, de l'intégration, de la discrimination, que ce soit par rapport aux seniors ou à d'autres. Et il y a des initiatives, par exemple, au Québec, que je trouve remarquables dans ce sens et qui généreront les fruits dans les années qui viennent. Vous disiez tout à l'heure, rapidement, que ce problème touchait le monde entier, puisqu'on a un système sociétal et économique qui fait que le PIB prime sur le calcul du bonheur. Or, on sait que c'est un indice faux. Cela dit, relatant une expérience personnelle, j'ai vécu dans des pays qui ne sont pas la Belgique, des pays latins en l'occurrence, où on le voit dans la rue, que la relation entre jeunes et personnes âgées est beaucoup plus simple. Donc là, on questionne quand même le fonctionnement d'une société dans son identité aussi. Bien sûr, et
le problème qu'on peut synthétiser aussi, c'est la question de la distance générationnelle, qui a d'ailleurs été amplifiée dans le cadre du Covid avec des discours du type on sacrifie les jeunes pour les vieux, pour protéger les vieux. Et donc ça a créé cette distance générationnelle. Dans une des thèses que j'ai encadrées, donc, on a montré dans des études que chez les enfants, la vision du vieillissement est un peu moins négative que dans la population générale, et surtout ce qui est un déterminant d'une vision plus positive du vieillissement chez les enfants, c'est le fait qu'ils aient des contacts positifs avec leurs grands-parents. Et donc, promouvoir l'intergénérationnel intrafamilial dans un sens positif. Ce n'est pas le fait de les voir souvent qui compte, c'est le fait que quand je les vois, c'est un vrai plaisir. Et bien ça va avoir un impact sociétal majeur dans les années futures. C'est très clair et ça touche à l'intimité d'une société. C'était vers ce type de réponse que je voulais vous amener. Jean-Jacques Claes, que faire ? J'ai envie de dire, faites comme nous. C'est-à-dire agissez. C'est-à-dire que voilà, on travaille avec vous parce que vous avez des systèmes juridiques qui sont plus importants que les nôtres. Nous, on n'en a pas. Mais par contre, nous, on va au clash. Avec humour. C'est clair, quand on a envahi un 6 janvier une maison de repos habillée en roi minge pour dénoncer la maltraitance, voilà. Ça a marqué les gens savent qu'on existe. Ça permet de dialoguer aussi. Ça permet de parler justement avec des jeunes, d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on fait. Ils sont toujours ébahis devant nos actions, et pas que les jeunes. Mais ça permet de discuter, ça permet de faire voir notre point de vue et d'essayer de protéger les personnes âgées. Et ça vous fait exister médiatiquement et ça change cette fameuse idée un peu générale que les médias transvasent en montrant des personnes âgées dynamiques, capables d'actions politiques concrètes. Oui, et drôle, parce qu'il faut quand même admettre qu'on est une majorité d'artistes, enfin pas une majorité d'artistes, mais quand même énormément. Donc on sort du spectacle, oui, pour faire de la mise en scène, on est très bon, hein. Mais ceci dit, on fait les choses avec humour, mais les combats qu'on a sont sérieux. Oui. Ça, il faut bien que les gens se le mettent dans la tête. On n'est pas qu'une bande de guignols. L'un n'empêchant pas l'autre, et personne ici ne vous a appelé guignol, évidemment. Je m'en doute. Philippe Hensmans, pour terminer, on a 1 minute, que faire ? Alors je pense que, comme on l'a dit, c'est un changement d'opinion et de culture d'une société, ça prend beaucoup de temps, ça demande du travail à long terme et ça demande un engagement de toutes et de tous, y compris d'ailleurs de ceux qui secouent le cocotier de temps en temps ou d'organisations qui essaient de prendre les choses en main et de les montrer. Je pense que c'est aussi au niveau politique, à tous les niveaux. Il existe dans la plupart des communes des commissions du troisième âge. Est-ce que vraiment elles jouent leur rôle plutôt que d'organiser des concours de whist? Et tant mieux, il en faut. Mais je caricature évidemment. Mais je pense qu'il faut aller à tous les niveaux. C'est ce que nos groupes locaux vont commencer à faire à partir du mois de février-mars. Tous les niveaux de la lasagne institutionnelle belge. Exactement. Depuis le gouvernement fédéral, il faut à chaque fois se poser la question. On doit avoir en tête chaque fois qu'on a un projet, oui, mais et les aînés. Quoi ici dedans? Comment ça se passe? Ça, c'est l'élément fondamental pour moi. Donc vous dites que dans toutes les décisions politiques, majoritairement, ils ne sont pas pris en compte. C'est le sous-entendu. En tout cas, pas assez. Et surtout, paradoxalement, ils représentent une masse en termes de vote qui est majeure, énorme. En fait. Énorme. Donc, le pouvoir économique et le pouvoir décisionnel est pour une bonne partie dans les mains des personnages. Et ça demande aussi une meilleure connaissance. Donc nous sommes arrivés avec ce sondage. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de chiffres, ou très peu. Et donc, il est important que le pouvoir politique se dise à un moment donné, on a des gens qui sont capables de faire des études, allons les voir et demandons-leur de faire ce travail de fond alors. Parce qu'ici, on travaille avec des chiffres noirs. C'est la raison pour laquelle on a fait le sondage. Les plaintes qui arrivent chez vous ou à la police sont largement insuffisantes pour cadrer vraiment l'ampleur du problème. Nous, on a fait le sondage. Ça montre l'importance du problème. Maintenant, il faut y aller à fond et bien le connaître. Un sondage relayé depuis ce matin sur le site d'Amnesty International Belgique francophone, relayé également, analysé et puis accompagné d'interviews, notamment votre participation, Stéphane Adam, dans le magazine Moustique, que si ce sujet vous intéresse, nous vous conseillons de vous procurer dès ce matin également. Ainsi s'achève cet épisode de Pour Info. Merci de l'avoir suivi. Merci à ceux et à celles qui m'ont aidé à le préparer. Merci à nos invités, bien sûr. À demain. L'info continue sur LN24.